Imaginez une vie entière contenue dans le reflet d'un miroir. Ce n'est pas le visage d'une étrangère que je voyais, mais un palimpseste d'existence superposée, la jeune fille insouciante ensevelie sous les couches de la femme fatiguée. Je me tenais là, dans le couloir silencieux, face à un écho de moi-même que je ne reconnaissais plus. Mes yeux, autrefois pétillants de rêves inachevés, étaient à présent depuis ternes, bordés par des cernes, que même les nuits les plus longues ne parvenaient pas à effacer. Les lignes fines de l'âge s'étaient inscrites au coin de ma bouche et de mes yeux, cartographiant 15 années d'oubli et de sacrifice. Mes cheveux, autrefois une cascade vivante, pendaient sans éclat. Une masse informe qui me collait au visage, révélant une négligence qui n'était pas un choix, mais une conséquence. Il y a 15 ans, ce même reflet m'avait montré une jeune fille bouillonnante, animée par un feu intérieur qui promettait de consumer le monde. Elle avait des projets, une carrière en tête et une imagination débordante. Elle s'appelait Sarah Whittaker et elle se perdait dans un brouillard d'épuisement et de désillusion. C'était une ombre dans l'ombre de sa propre vie, devenue l'épouse de quelqu'un, la mère de quelqu'un, mais plus personne d'elle-même. C'est à cet instant précis que mon mari, Brian, fit irruption dans le couloir, son pas résonnant d'une assurance exaspérante. Il était déjà à moitié habillé pour la soirée, son costume ajusté et son assurance provocante. Ses yeux balayèrent mon corps avec un mépris qui me glaça le sang, une expression que je n'avais pas vue depuis nos premières années. À l'époque, c'était de la fierté, du désir. Aujourd'hui, il ne restait plus que du dédain. Tu ne penses pas sérieusement aller au mariage dans cet état, n'est-ce pas? Railla-t-il, ses mots acérés comme du verre brisé. Non, en fait. Oublie ça. Tu n'y vas pas du tout. Je clignai des yeux, ma bouche s'entr'ouvrit, incapable de former une syllabe cohérente. Quoi? Mon cerveau ne parvenait pas à assimiler la cruauté de ses paroles. Tu m'as bien entendu, continua-t-il, ajustant ses boutons de manchette sans même me regarder. C'est un événement de grande classe, le mariage de mon patron. Ce n'est pas une simple fête de quartier. Des femmes dignes des couvertures de magazines de mode seront présentes. Elles seront toutes grandes, élégantes et glamour. Et toi, tu ressembles à une vulgaire petite souris grise. Mon cœur se contracta. C'était la facilité avec laquelle il avait prononcé ces mots qui m'avaient fait le plus mal. Non pas les mots eux-mêmes. J'avais l'impression d'être une étrangère, une erreur, et je n'avais rien à dire. Que pouvais-je bien contester? Que je n'avais pas cette apparence? Que c'était le cas? Ou que je l'aurais eu autrefois, avant que des années de linge à plier, de vaisselle à faire et de dîners à préparer, sans parler de l'épuisement causé par Brian lui-même, ne me consument entièrement? Il continua, sa voix résonnant comme un écho dans le couloir. Tu me fais honte, Sarah. Franchement, regarde-toi. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je t'emmène dans une salle remplie de directeurs généraux, de mannequins et de célébrités. Tu me rabaisses. Je restais figée, incapable de bouger, la douleur de ces mots s'infiltrant lentement dans chaque pore de mon corps. Au fil des ans, je pensais être devenue insensible à ces remarques, mais cette fois, la blessure était plus profonde que jamais. Il conclut avec un air de supériorité. Reste à la maison. Je leur dirai que tu es malade ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. J'ouvris la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. Ce n'était pas que j'étais d'accord, mais plutôt que je ne savais plus comment me battre. 15 ans passés à ramasser derrière lui, à lui préparer ses repas, à repasser ses chemises tard le soir après que les enfants eurent été couchés, avaient eu raison de ma volonté. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais acheté une nouvelle robe. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais eu le temps de me brosser les cheveux sans être interrompue par un enfant qui hurlait ou une marmite qui débordait. Quelle était l'utilité de lui expliquer tout cela? Il n'en avait rien à faire. Il ne s'en était jamais soucié. Pour lui, ce que je faisais était attendu, routinier et surtout dénué de sens. Je n'avais pas de vrai travail. J'étais juste la femme au foyer. Et être à la maison, selon lui, signifiait être invisible jusqu'à ce qu'il ait besoin de quelqu'un à blâmer, à mépriser ou à regarder de haut. Il disparut dans son bureau en claquant la porte derrière lui,
me laissant seule dans le silence du couloir, avec le faible tic-tac de l'horloge murale comme seule compagnie. Mon corps était lourd, comme si la gravité elle-même avait doublé son emprise sur moi. Je m'effondrais au bord du canapé, et je laissais enfin mes larmes couler. Ni bruyantes ni dramatiques, juste des flots réguliers de douleur et de honte. Le pire, ce n'était pas ce que Brian avait dit. C'était que, au plus profond de moi, je savais qu'il avait raison. Je n'avais pas pleuré à cause des mots de Brian, mais parce que, d'une certaine manière, j'avais laissé cette vérité s'installer. Je m'étais laissé devenir invisible à un tel point que je ne me voyais plus moi-même. Cette nuit-là, après le départ de Brian, je restais assise en silence, portant cette vérité comme une pierre froide dans ma poitrine. Je n'avais pas seulement été humiliée par mon mari, j'avais aussi trahi la personne que j'avais été. Le lendemain matin fut comme tous les autres. J'ai préparé le petit déjeuner, les paniers repas, et j'ai rappelé aux enfants de prendre leur sac à dos. Brian était à table, feuilletant les messages sur son téléphone, comme si rien ne s'était passé la veille. J'aurais voulu lui demander s'il pensait vraiment tout ce qu'il avait dit, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Peut-être que je n'étais pas encore prête. Les jours qui suivirent furent chargés de tension. Nous parlions à peine, juste le strict nécessaire pour que la maison tienne. J'ai essayé une fois, puis deux, d'aborder le sujet. Je lui ai dit que j'étais sa femme, que j'avais parfaitement le droit de l'accompagner au mariage, que ce n'était pas une question d'apparence, mais de respect. Mais chaque fois, il me faisait taire d'un regard, d'un grognement, ou pire, d'un silence total. « Tu n'y vas pas, dit-il finalement un soir, sans même lever les yeux de son ordinateur. Arrête d'en parler, je leur ai déjà dit que tu étais malade. J'ai failli abandonner, j'ai failli laisser tomber. Mais quelques jours avant le mariage, un soir, je suis passée devant la chambre de ma fille, Vera. Elle était assise par terre, ajustant délicatement une petite robe à sa poupée préférée. Elle fredonnait doucement, brossant avec soin ses cheveux, avant de la border dans son lit de jouets. Je restai dans le couloir, inaperçue, et à ce moment-là, quelque chose en moi se brisa. Que lui apprenais-je? Que lui montrais-je à chaque fois que je restais silencieuse? À chaque fois que je laissais son père me rabaisser, que j'acceptais de subir un tel traitement? J'étais en train de lui enseigner que le silence était une force, que se faire petite était une forme d'amour. Ces pensées brûlèrent comme un feu dans ma poitrine. Je ne pouvais pas la laisser grandir, en pensant que c'était normal. Je ne pouvais pas laisser ma fille devenir une femme qui confondait l'amour avec le contrôle et le mépris. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je fixais le plafond, répétant ce que j'allais dire, essayant de me rappeler la force qui commençait à vaciller en moi. Le matin venu, ce n'était plus un simple scintillement, c'était une lumière stable. Faible, mais stable. Quand Brian descendit à la cuisine, j'attendis que les enfants ne soient pas partis à l'école, puis je me tins devant lui. J'ai croisé son regard et je lui ai dit, aussi calmement que possible, « Je vais à ce mariage, Brian. » Il avait déjà levé les yeux, les sourcils froncés. « Nous en avons déjà parlé, répondit-il. Tu n'es pas invité. Je suis ta femme, rétorquai-je. Je n'ai pas besoin d'une invitation, et si tu ne m'emmènes pas, j'irai seule. J'arriverai seule, et je dirai à tout le monde pourquoi. Son expression changea instantanément. La surprise se transforma en colère. Il n'était pas habitué à cette version de moi, celle qui se tenait droite, celle qui ne bronchait pas. Tu n'oserais pas, siffla-t-il. Si, je le ferai, dis-je d'une voix ferme. Et c'est moi. Pour la première fois depuis des années, je vis autre chose que de l'indifférence dans ses yeux. Je vis de la peur. Brian resta là, une longue minute, me fixant comme s'il ne reconnaissait pas la femme en face de lui. Puis, il laissa échapper un rire amer et dit « Très bien, tu as gagné. » Mon cœur fit un bond. « Mais à une condition, ajouta-t-il froidement, tu ne viens pas avec moi. Tu prends un taxi et tu arrives au moins 2 heures après le début de la cérémonie. Une fois que tout le monde est détendu, un peu éméché et distrait. Tu entres discrètement, tu t'assieds à la table la plus éloignée et tu fais profil bas. Je ne veux pas que ta présence attire l'attention. » Il parlait comme s'il me jetait un os, une miette d'acceptation après m'avoir dépouillé de toute dignité. Un nœud se forma dans ma gorge, mais je hochai la tête.
Ce n'était pas idéal. C'était insultant. Mais pour la première fois depuis des années, je m'étais défendue. Aussi pitoyable que cela puisse paraître, c'était une petite victoire. Un pied dans la porte. Quand il partit travailler en claquant la porte derrière lui, je m'affalai dans le fauteuil du salon. J'étais épuisée. La dispute m'avait plus épuisée que prévu. Mes mains tremblaient légèrement, tandis que je prenais mon téléphone. Sans réfléchir, j'ai parcouru mes contacts et j'ai tapé sur un nom que je n'avais pas appelé depuis un certain temps. Marina. Ma voix se brisa dès qu'elle a répondu. Sarah, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-elle, une inquiétude palpable dans sa voix. Elle l'avait immédiatement compris. Je n'eus même pas besoin de lui expliquer. C'était le genre d'amie qu'elle était. Je craquai. Je lui racontai tout. Les mots dévalant sans ordre. L'insulte, le mariage, la soi-disant maladie, tout. J'entendais sa respiration changer, devenir plus lourde à chaque mot. Ne bouge pas, dit-elle d'une voix basse et ferme. On arrive. On? Demandai-je, confuse. Svetlana est avec moi. Attends un peu. Svetlana, mon autre meilleure amie depuis le lycée. Elle était audacieuse, sûre d'elle, toujours habillée comme si elle sortait tout droit d'un magazine de mode. Elle travaillait comme acheteuse pour une boutique de luxe et avait un sens du style inégalé. Toutes deux m'avaient regardé décliner, au fil des ans, me suppliant de quitter Brian, le traitant de tyran un nombre incalculable de fois. Et moi, je l'avais toujours défendu, trouvé des excuses, mais plus aujourd'hui. Moins de 30 minutes plus tard, la sonnette retentit. J'ouvris et trouvai Marina, une énorme trousse de maquillage à la main, et Svetlana, traînant plusieurs housses à vêtements derrière elle. Svetlana entra, retira ses talons hauts et plissa les yeux. « D'accord, soldat, dit-elle. Essuie ses larmes. L'opération Cendrillon commence. » Je ris malgré ma gorge serrée, ne sachant si je devais pleurer encore plus fort ou m'effondrer dans leurs bras. Marina me serra fort dans ses bras. « Rappelons à cet homme quelle espèce de souris il a épousée, murmura-t-elle à mon oreille. Et d'un seul coup, tout a basculé. Le salon s'est transformé en un tourbillon de tissus, de pinceaux et de rires. Svetlana ouvrit les housses à vêtements et révéla 3 robes de soirée à couper le souffle. L'une était en soie bleu marine profond, parsemée de minuscules cristaux qui scintillaient comme des étoiles. Une autre, vert émeraude, avec une coupe asymétrique et une fente audacieuse, mais élégante. La dernière, une création rose poudrée si délicate qu'elle ressemblait à un nuage de pétales de rose. « Ce sont des pièces de créateur, murmurai-je, abasourdi. Svetlana sourit, fière. « Et tu crois qu'on t'enverrait au combat en peignoir ?» dit-elle. « Essaie-les. » J'ai d'abord enfilé la robe vert émeraude. En me tournant vers le miroir, j'ai eu le souffle coupé. La robe me serrait la taille et flottait sur mes hanches comme si elle avait été faite pour moi. Je n'avais jamais porté quelque chose d'aussi beau. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où je m'étais sentie aussi bien dans un vêtement, peut-être le jour de mon mariage. Marina se mit immédiatement au travail, ouvrant son énorme trousse de maquillage tel un chirurgien se préparant à une opération. « D'abord, on prend soin de la peau, dit-elle. Hydratation, éclat. On veut que tu rayonnes de l'intérieur. » Assise sur la chaise de cuisine, telle une mannequin, je la laissais appliquer une base, un fond de teint et un enlumineur doux sur ma peau. Ses doigts se déplaçaient de main rapidement, brossant et estompant avec expertise. On optera pour un smokey eye, subtil, sans excès, juste assez pour que ton regard paraisse infini. Et pour les lèvres, un ton B, audacieux mais classique. Je me regardais pendant qu'elle travaillait, chaque touche de couleur ravivant une nouvelle partie de moi. Pendant ce temps, Svetlana fouillait dans des cartons de chaussures et d'accessoires pour finalement dénicher une paire d'escarpins à brides et une pochette assortie. « Celles-ci, dit-elle en les posant à côté de moi, appartiennent à quelqu'un qui connaît sa valeur. » Puis vint la coiffure. Elles lavèrent mes cheveux avec un shampoing brillance et les séchèrent pour obtenir des ondulations douces et volumineuses. Pas de chignon rigide, pas de boucles exagérées, juste une beauté naturelle sublimée. Une fois terminée, je n'avais plus le droit de me regarder dans le miroir. « Pas encore, » dit Marina.
Il ne restait plus qu'une dernière étape. Elles m'ont conduite à l'étage, devant le grand miroir de ma chambre. J'ai fermé les yeux, le cœur battant la chamade. Ok, a dit Svetlana. Ouvre-les. Je les ai rouverts et je me suis figée. Ce n'était pas la mère de 2 enfants, épuisée, qui n'avait pas acheté de rouge à lèvres depuis des années qui me fixait, ni la femme qui avait supplié son mari de lui donner des miettes d'affection. C'était moi, celle que je croyais avoir perdue, mais en plus lumineuse, en plus forte, rayonnante de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps. Puissance, confiance, beauté. Mes yeux brillaient sous les tons charbonneux. Ma peau rayonnait. La robe m'allait comme une seconde peau. Les talons me faisaient prendre de la hauteur, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. J'avais l'air d'appartenir à ce monde dont Brian voulait tant me tenir à l'écart. Maman, dit une petite voix derrière moi. Je me retournai. Mon fils, Fédor, se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés, tenant son petit camion à ses côtés. Tu ressembles à une princesse, dit-il, émerveillé. Quelque chose en moi se brisa et se ressouda d'un seul coup. Je m'agenouillai, l'embrassai sur le front et murmurai. Merci, mon cœur. En descendant les escaliers et en sortant ce soir-là, je ne me rendais pas seulement à un mariage. J'étais en train de découvrir une version de moi-même que j'ignorais encore posséder. Je n'avais plus peur. La voiture s'arrêta juste devant les portes du country club, son entrée en pierre polie, illuminant une mer de guirlandes lumineuses et de lustres tamisés. J'avais demandé au chauffeur de s'arrêter un peu plus loin. Après tout, cela faisait partie du contrat. La condition humiliante de Brian, arriver en retard, faire profil bas, ne pas attirer l'attention. Il voulait que je me faufile comme un secret honteux, mais je n'avais aucune intention de le faire. Je suis sortie de la voiture, les talons claqués sans cesse contre le chemin de pierre. L'air frais caressa ma peau à travers la soie de la robe émeraude, mais au lieu de frissonner, je l'accueillis avec plaisir. Il me maintenait alerte, ancrée. Alors que j'approchais de la grande entrée, 2 agents de sécurité se tournèrent vers moi. L'un se redressa, l'autre cligna 2 fois des yeux. Je me vis derrière la porte miroir, grande, posée, chaque mèche de cheveux parfaitement coiffée, le maquillage impeccable, le regard fixe. La voix de Svetlana résonnait dans mon esprit. Marche comme si la pièce t'appartenait. Dès que j'ai franchi le seuil de la salle de bal, j'ai eu l'impression que quelqu'un avait baissé le volume. Des dizaines de voix, des bavardages, des rires, des tintements de verre se sont soudainement transformés en silence. Tous les regards se sont tournés vers moi dans cette immense salle bordée d'appliques dorées, de sols en marbre et de lustres en cristal. Je sentais l'attention onduler comme une vague. Les têtes s'inclinaient, les conversations s'arrêtaient. Quelqu'un laissa tomber une fourchette, un homme se retourna, puis un autre, puis une table entière, et me voilà, debout, la femme qu'on n'aurait jamais dû remarquer, celle à qui on avait dit de rester invisible, celle dont Brian avait honte. Maintenant, elle était au centre de la pièce. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas bougé. J'ai tenu le menton haut et j'ai traversé la pièce avec une assurance tranquille, comme Marina me l'avait conseillé. De l'autre côté de la salle de bal, j'ai repéré Brian. Il se tenait près du marié, de son patron, et de quelques autres collègues haut placés. Il riait, un verre à la main. Mais, le silence se faisant, Brian suivit du regard le changement dans la foule. Il se retourna et me vit. Son sourire s'évanouit, sa bouche s'ouvrit légèrement, ses sourcils se froncèrent, comme si son cerveau ne parvenait pas à saisir ce que ses yeux voyaient. Il n'y eut aucune reconnaissance, juste de l'incrédulité, car à cet instant, il ne vit pas sa ménagère fatiguée. Il vit une femme qui ne lui appartenait plus. Avant qu'il puisse bouger, quelqu'un se fraya un chemin à travers la foule. « Pardonnez-moi » dit une voix riche, douce comme du velours, aux accents du Sud. Mais je ne crois pas que nous ayons été présentés. Je levai les yeux et vis un homme en costume bleu marine sur mesure, grand, posé, les cheveux légèrement grisonnants aux tempes. Son regard chaleureux, intelligent, croisa le mien avec curiosité, non avec arrogance. « Je suis Daniel Montgomery » dit-il en m'offrant une coupe de champagne. « Témoin,
amie de toujours du marié. Sarah, répondis-je en acceptant le verre. Mes doigts effleurèrent sur les siens, chauds et posés. Il soutint mon regard un instant, puis sourit. Sarah, c'est un joli prénom. Parfait. Parfait, demandai-je, légèrement amusée et surprise par son audace. Pour quelqu'un qui vient de voler la vedette, répondit-il en haussant un sourcil. Mes joues se gonflèrent, mais je ne détournai pas le regard. Tu es seule ici demanda-t-il. Mon mari est là, dis-je en désignant d'un signe de tête le fond de la pièce, où Brian, figé, nous observait d'un air sombre. Daniel suivit mon regard, son sourire vacillant l'espace d'une seconde. Eh bien, dit-il en levant son verre. S'il n'est pas à tes côtés, c'est soit un imbécile, soit un brave. Je n'ai pas répondu, j'ai juste siroté du champagne en souriant. Daniel ne m'a pas quitté. Nous avons échangé quelques conversations, et chaque fois que quelqu'un essayait de l'éloigner, il revenait gentiment vers moi. Mais il n'était ni collant, ni performatif. Il était simplement présent, pleinement. Il m'a interrogé sur mes centres d'intérêt, pas sur mon mari, sur mes films et livres préférés, et sur mon goût pour les musées. Je lui ai dit que je peignais surtout des natures mortes, même si je n'avais pas touché un pinceau depuis des années. C'est dommage, a-t-il dit en se penchant juste assez pour que je puisse capter son eau de Cologne. Subtile, chère, réconfortante. Tu as l'air de quelqu'un qui voit la beauté dans ce que les autres ignorent. Personne ne m'avait rien dit de tel depuis si longtemps. Puis, la musique changea. Les lumières s'éteignirent légèrement et l'orchestre commença à jouer une douce valse cadencée. Quelque chose d'intemporel et de lent. Daniel se tourna vers moi, tendit la main en s'inclinant légèrement. Puis-je? J'hésitai un instant, je jetai un coup d'œil à l'autre bout de la pièce. Brian se tenait debout, tel une statue, les bras croisés sur la poitrine, la mâchoire si serrée que je voyais ses muscles se contracter sous sa peau. Je posai ma main dans celle de Daniel et il m'entraîna sur la piste de danse. Sa main se posa délicatement sur ma taille, l'autre sur la mienne, et pour la première fois depuis des décennies, je m'autorisai à lâcher prise, à me laisser aller dans les bras de quelqu'un et à respirer. La musique nous a envahis, et quelque chose d'autre aussi. Quelque chose de chaud, d'exaltant et de terrifiant. Nous n'étions pas les seuls à regarder. Les gens chuchotaient, certains souriaient. J'ai entendu quelques rires dans le cercle des collègues de Brian. Brian l'avait cachée tout ce temps. Elle est magnifique. Il a une vraie reine à la maison. Les oreilles de Brian sont devenues de quai rouge, et je n'ai pas apprécié ces quelques minutes sur la piste de danse. Je n'étais pas une mère, je n'étais pas une femme au foyer, je n'étais pas un fardeau ou une source d'embarras pour qui que ce soit. J'étais juste une belle femme. Quand la musique s'arrêta, les applaudissements résonnèrent dans la salle. Même les mariés vinrent nous féliciter. Daniel, le marié, rit en s'approchant. On trouve toujours la plus belle femme dans la salle. Il se tourna vers moi. Sarah, tu étais radieuse. J'ai souri poliment, mais avant que je puisse répondre, Brian apparut à côté de moi. Son sourire était crispé, sa main saisissant mon bras, juste au-dessus du coude, ses doigts s'enfonçant, avec une force qui me fit grincer des dents. Merci, dit-il d'une voix neutre, les dents serrées. On rentre. Il n'attendit pas de réponse. Il commença simplement à me tirer vers la sortie. Je fis un petit signe d'au revoir à Daniel. Son regard resta fixé sur le mien, fixe et rassurant, tandis que je disparaissais dans la nuit. Le trajet du retour se fit dans un silence pesant. Brian serrait si fort le volant que j'entendais le cuir craquer. Je regardais par la fenêtre, les lumières de la ville défilant floues. Mon cœur battait encore à mi-chemin entre l'euphorie et l'effroi. Dès que nous sommes entrés dans la maison, il a explosé. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» cracha-t-il en claquant la porte derrière lui. « Tu m'as fait honte. Te jeter sur un riche crétin, comme une femme désespérée. » Je ne me suis jetée sur personne, dis-je calmement. Il m'a invité à danser. Il avait les mains partout sur toi, aboya-t-il. Non, répondis-je d'une voix basse, mais ferme. Il avait la main sur ma taille, comme tous les couples qui dansent. Tu avais l'air ridicule, aboya-t-il en s'approchant. Comme quelqu'un qui a trop dit, le défiai-je. Dis ce que tu as vraiment envie de dire.
Ses yeux se plissèrent, puis ses doigts s'enfoncèrent violemment dans mon bras. Tu crois qu'une robe et un peu de maquillage changent qui tu es? Tu n'es toujours rien, Sarah. Juste une souris grise dans une boîte plus jolie. Quelque chose en moi a craqué. J'ai arraché mon bras et pour la première fois en 15 ans, je l'ai regardé droit dans les yeux, sans ciller. Non, Brian, ai-je dit froidement. Ce n'est pas moi qui ne vaux rien. C'est toi. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une douleur sourde au bras, là où Brian m'avait attrapée. Il y avait une légère marque rouge, pas vraiment un bleu, mais qui persistait comme une tache. Assise au bord du lit, en peignoir, je fixais la coiffeuse de l'autre côté de la pièce. Le maquillage avait disparu depuis longtemps, la robe repliée dans sa housse. Mais la femme qui s'était regardée dans le miroir la veille au soir, elle persistait encore quelque part sous ma peau. Alors que je tendais la main vers ma pochette pour prendre mon téléphone, un petit objet rigide en sortit de la poche latérale. Une carte. Je la pris et fixai les lettres en relief. Daniel Montgomery, Montgomery Property, Charlotte, Caroline du Nord, un numéro de téléphone en dessous. Il avait dû me la glisser dans la main à la fin de la soirée, si discrètement que je ne l'avais même pas remarqué. Juste un instant de chaleur, ses doigts effleurant les miens au moment de nous dire au revoir. Je n'y avais pas prêté attention sur le moment, mais maintenant, tenant la carte, j'ai senti quelque chose remuer, quelque chose de dangereux, quelque chose d'électrique. Je n'aurais pas dû. J'étais toujours mariée, mais je ne vivais plus. L'envie de lui envoyer un message me tenait en haleine, comme un souffle retenu. J'arpentais la cuisine, téléphone à la main, tapant et effaçant le même message encore et encore. Merci pour hier soir. Trop vague. Ravi de vous avoir rencontré. Trop formel. Finalement, j'ai juste écrit ce que je voulais dire. Salut, c'est Sarah. Merci pour tout. J'ai appuyé sur envoyer et je l'ai immédiatement regretté. Mon cœur battait fort. Et s'il ne répondait pas? Et s'il pensait que je le courais après? Et si? Ding! Sa réponse est arrivée en moins d'une minute. Sarah, j'espérais que tu me contacterais. Je n'arrête pas de penser à toi. Puis-je t'appeler un de ces jours? Je fixai l'écran, les mots brillants comme une douce lumière. Les jours suivants, nous ne nous sommes pas parlé au téléphone, mais nous nous sommes envoyés des textos, de longues et lentes conversations qui duraient du matin au soir. Il posait des questions, mais jamais avec fierté. Il n'insistait jamais, il écoutait. Il m'a parlé de sa passion pour la photographie, de ses fréquents voyages professionnels, de ses moments de solitude. Il ne m'a jamais fait sentir que j'étais un fardeau ou que je devais changer. Il m'a juste regardé et il m'a vu. Puis, un soir, il m'a demandé ce qui me rendait heureuse. J'ai hésité avant de taper. Je peignais des natures mortes et des paysages. Je n'en avais pas fait depuis des années. Il m'a répondu: Avez-vous des œuvres de vous? J'aimerais beaucoup les voir. Après avoir longuement fixé l'écran, je lui ai envoyé la photo d'un vieux tableau que j'avais peint. Des fruits dans un bol en céramique craquelé, des ombres ondulant comme de la fumée sur une table en bois patiné. Sa réponse fut immédiate. Sarah, c'est incroyable. Tu as un vrai talent. Tu ne peux pas le laisser mourir. Tu devrais te remettre à peindre pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. J'ai senti quelque chose changer en moi. Sa façon de me voir vraiment, était comme de l'eau versée après des années de sécheresse. Il ne voulait rien de moi. Il n'avait pas pitié de moi. Il croyait simplement que je pouvais être plus. Et petit à petit, j'ai commencé à y croire aussi. La décision ne s'est pas prise en un instant. Elle est arrivée doucement, comme une marée montante. Une lente accumulation de nuits passées à envoyer des textos à Daniel. Des matins à me réveiller à côté d'un homme qui ne me voyait pas. Des après-midi où le silence dans la maison était plus pesant que le bruit ne l'avait jamais été. Un soir, j'attendais le retour de Brian du travail. J'étais assise dans le salon, les enfants déjà chez mes sœurs pour la nuit. Je ne portais ni maquillage, ni robe particulière, juste un jean et un pull doux. Rien en moi ne criait à la rébellion, si ce n'est ma détermination. Il entra, desserra sa cravate et me jeta à peine un coup d'œil avant de se diriger vers la cuisine. « Brian, dis-je calmement. » Il se retourna. « Je demande le divorce. » Il rit,
un rire franc et aigu, comme si je venais de raconter une blague. Toi, se moqua-t-il. Et où vas-tu, Sarah? Avec quel argent? Qui va s'occuper de toi? Ce type du mariage? Je ne répondis pas. Tu crois vraiment qu'il te désire? Une femme avec 2 enfants et des bagages. S'il te plaît, il s'ennuiera dans un mois, et tu reviendras en rampant. Même si ça arrive, dis-je doucement. Je préférerais être seule qu'ici. Son sourire s'est estompé. Je me suis levée, et je suis passée devant lui, sans même me retourner. Le lendemain, j'ai appelé Marina. En moins de 20 minutes, elle et Svetlana étaient à ma porte, coffre ouvert, carton prêt, sans poser de questions. Nous avons fait nos bagages rapidement, juste l'essentiel, des vêtements, du matériel d'art que je n'avais pas touché depuis des années, un album photo, l'ours en peluche préféré de Vera, le carnet de croquis de Fedor. Nous sommes partis avant que Brian ne revienne à la maison pour la première fois en 15 ans. J'ai fermé la porte derrière moi et j'avais l'impression de verrouiller une cellule de l'extérieur. Daniel a été patient, il ne m'a pas incité à emménager avec lui. Il comprenait que j'avais besoin de temps et d'espace pour guérir, mais il m'a soutenu de toutes les manières possibles. Il a engagé un excellent avocat, spécialisé en divorce, quelqu'un de déterminé et d'inflexible, qui m'a aidé à remplir correctement mon dossier, à obtenir une pension alimentaire et à protéger nos biens. Brian a bien sûr essayé de résister aux menaces, aux insultes et aux manipulations, mais l'avocat l'a fait taire à chaque occasion. Je n'ai plus jamais eu besoin de lui parler directement. Daniel m'a aidé à trouver un petit appartement près de l'école de mes enfants. Rien d'extraordinaire, mais propre, chaleureux et sûr. Il acheta à Vera un coin lecture rempli de ses livres préférés. Il emmenait Fedor à l'entraînement de foot le week-end, non pas pour remplacer leur père, mais simplement pour être présent régulièrement. Pendant ce temps, moi, Sarah Whittaker, la souris grise, je m'inscrivais à des cours du soir de graphisme. J'étais terrifiée, mais j'y suis allée. Chaque soir, après avoir couché les enfants, j'étudiais, je regardais des tutoriels, je recommençais à dessiner, je concevais des flyers, des maquettes, des palettes de couleurs. C'était comme se rappeler comment respirer. Un jour, un de mes professeurs m'a prise à part et m'a dit « Tu as quelque chose de rare, ne le gâche pas ». Ces mots m'ont marqué. Quelques mois plus tard, j'ai décroché un poste de designer junior dans une agence boutique du centre-ville de Charlotte. Petite équipe, grand rêve. Ils m'ont accueilli comme si j'étais à ma place, comme si j'avais quelque chose à offrir. Parce que c'était le cas. Ma vie ne tournait plus autour de la survie aux humeurs de Brian. Elle tournait autour de la capacité à redevenir moi-même. Et cette fois, je n'étais pas seule. Ce n'était pas arrivé avec un grand geste ou des feux d'artifice. Daniel ne m'avait pas loué de restaurant ni emmené dans un endroit exotique. Un soir, nous dînions dans un petit café, au bord d'un lac, juste à l'extérieur de Charlotte. Les enfants riaient en dégustant leur dessert. Le soleil se couchait sur l'eau avec ses tons chauds et tout semblait doux. Il tendit la main par-dessus la table et me prit la main, son pouce effleurant mes jointures. « Je t'aime », dit-il simplement. « Je t'aime depuis le moment où tu es entré dans cette salle de bal, vêtue de cette robe verte et changeant la température de la pièce. » Je souris, les yeux déjà embués. « J'aime tes enfants comme s'ils étaient bons les miens, et j'aime ta façon de voir le monde. Je veux passer le reste de ma vie à le voir avec toi. » Puis il sortit un petit écrin de velours, ni tape à l'œil, ni spectaculaire. À l'intérieur se trouvait la bague la plus délicate que j'ai jamais vue. Simple, élégante, attentionnée, tout comme lui. « Sarah Whittaker, veux-tu m'épouser ?» Je n'ai même pas eu besoin de réfléchir. J'ai murmuré oui. Sous les acclamations des enfants qui nous entouraient de leurs bras, nous avons emménagé dans une maison que nous avions choisie ensemble. Une charmante maison de style artisanal, nichée dans un quartier calme, bordée de chênes et de massifs de fleurs. Elle avait une véranda panoramique, une grande cuisine et surtout une chambre à l'étage avec des baies de vitrées. C'est devenu mon atelier. Daniel l'a rempli de chevalets, de pinceaux, de toiles et d'étagères de papier aquarelle et de peinture à l'huile. J'y ai passé des heures. La lumière du soleil inondait les murs. La musique s'échappait doucement des enceintes. J'ai peint à nouveau pour de vrai cette fois, non seulement pour me souvenir de qui j'étais,
mais pour créer celle que je devenais. Les enfants s'épanouissaient, Fédor s'est inscrit à un club d'art local, Vera a commencé la danse classique. Notre maison était remplie de musique, de dîners chaotiques, de puzzles inachevés et d'amour. Tant d'amour qu'il se déversait à chaque porte. Brian, quant à lui, s'effondrait. Il a essayé de maintenir cette image un temps, se présentant au travail avec ses chaussures cirées et son col raide, disant aux gens qu'il était mieux loti, que j'avais filé avec un homme riche. Mais la vérité l'a rattrapé. Ses collègues ont entendu toute l'histoire. Son patron, celui-là même dont nous avions assisté au mariage, a fini par le rencontrer et lui dire « Je te trouvais bien. En fait, tu ne méritais tout simplement pas la femme que tu avais. » Brian a perdu son emploi quelques mois plus tard, non pas à cause de moi, mais parce que le fondement de sa vie, celui que j'avais discrètement maintenu, avait disparu. 15 ans plus tard, me voilà assise sur ma véranda. Le soleil se couche et je savoure un thé avec ma fille Lévéra, qui a maintenant 15 ans. Elle est tiens, brillante, audacieuse et rien ne lui fait peur. Elle vient de me dire qu'elle a passé son examen d'entrée à l'université, la même université que j'aurais dû fréquenter. Elle ne sait pas la moitié de ce que j'ai traversé pour que cette université soit une possibilité pour elle. Je me tourne vers le miroir du couloir. Le reflet que je vois est celui d'une femme qui a trouvé le bonheur, une femme qui a appris à aimer à la fois son reflet et sa vie, une femme qui s'est retrouvée.